Lundi 8 avril, bonsoir et bienvenue sur TV78 pour cette nouvelle semaine d'information locale. Voici les titres de cette émission le 7-8. En l'espace de quelques jours, la ville de Guyancourt a fait face à plusieurs épisodes de violence. Une fusillade mercredi dernier et un passage à tabac le vendredi se sont produits dans le quartier du Pont du Routoir. Comment expliquer ces phénomènes? Le maire de la commune, François Morton, est avec nous en plateau. Elle est yvelinoise et sera l'une des porteuses de la flamme paralympique le 27 août prochain dans le département. Jeanne Le Pêcheur pratique le handbike depuis 7 ans. Atteinte d'une infirmité motrice cérébrale, la jeune habitante de Montfort-l'Amaury rêve de participer aux Jeux paralympiques de Los Angeles en 2028. Portrait. Comme chaque lundi, la page dédiée aux résultats sportifs du week-end retourne notamment sur la 5e édition de la Diagonale des Yvelines. 4 courses étaient au programme samedi, dont un trail de 100 km qui a traversé le territoire de Mézières-sur-Seine à Rochefort en Yvelines. Enfin, les habitants de Bois d'Arcy devront élire un nouveau maire au cours d'une municipale partielle le 21 avril. L'ancien édile de la ville, Philippe Benassaya, fait partie des candidats. Il avait dû quitter son poste après son élection comme député des Yvelines en 2020. L'ancien parlementaire est l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Avec moi tout de suite en plateau, Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78, le point sur l'actualité du jour et sur les résultats sportifs du week-end, c'est à suivre avec vous dans ce 7-8. Il y a également François Morton qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le maire de Guyancourt et je le disais dans les titres, votre ville a été frappée la semaine dernière par plusieurs épisodes de violence qui se sont produits dans le quartier du Pont du Routoir. Il y a eu déjà cette fusillade mercredi soir, 2 individus à scooter ont tiré en rafale sur une caméra de surveillance et sur des commerces à la place du marché et justement dans l'allée du commerce. Vendredi, un jeune habitant d'Épône a été tabassé place Cendrillon par plusieurs individus, dont l'un armé d'une barre de fer. Parallèlement à cela, plusieurs témoins auraient entendu des coups de feu sur place, mais aucune douille n'a pour le moment été retrouvée. Comment expliquer cette recrudescence, François Morton, de faits de violence à Guyancourt, ville pourtant classée il y a quelques jours par nos confrères du Parisien comme la plus sûre des Yvelines? Alors, je vais évacuer tout de suite ce classement du Parisien parce que d'abord, je ne souhaitais pas communiquer sur ce classement. L'enquête paraissait sérieuse, mais je trouve ça assez indécent à certains moments, et notamment aujourd'hui, de faire référence à cela. Et à l'époque, je ne l'ai pas fait non plus parce qu'aller expliquer à des habitants qui peuvent vivre au quotidien un certain nombre d'incivilités ou de cambriolages ou autres qu'ils vivent dans la ville la plus sûre des Yvelines, je trouve ça indécent. Alors, je préfère être classé premier que dernier, mais il n'empêche que je pense qu'il faut évacuer cette histoire et en tout cas ne pas faire de lien. Alors ce qui s'est passé déjà depuis une dizaine de jours, vous avez raison, d'abord il y a une dizaine de jours il y a eu une opération Place Nette sur le quartier du Pont du Routoir. Donc pour lutter contre le trafic de stupéfiants? Absolument, sur un point de deal qui est bien connu depuis des décennies, j'ai envie de dire. Certains habitants du quartier me disent que ce point de deal il existe depuis la naissance du quartier. Voilà, donc ça n'est hélas pas une surprise pour les habitants du quartier et pour le maire que je suis, mais il y a eu une opération Place Nette. Les policiers sont arrivés en nombre, ont fait un certain nombre d'interpellations. Il y a eu un certain nombre de personnes déférées également qui sont en ce moment incarcérées de manière préventive. Donc c'est une opération d'envergure qui a eu lieu. Et donc il y a un lien selon vous avec cette opération? Alors je ne le fais pas parce que ça n'est pas mon métier. Je ne peux que reprendre les éléments qui me viennent de la police nationale qui émet comme hypothèse effectivement que ce que nous avons vécu depuis une semaine maintenant ou presque une semaine est probablement lié à cela, c'est-à-dire que le point de deal est en cours de reprise. Alors, par qui, pourquoi, comment, ça encore une fois, seules les enquêtes le diront. Vous avez rencontré ces derniers jours les habitants du quartier. Dans quel état d'esprit sont-ils? Sont-ils inquiets? Oui, bien sûr, et c'est normal. Voilà, ça n'est pas anodin ce qui s'est passé dans le quartier. Il ne faut pas le minimiser. Il faut qu'on soit absolument responsable. Oui, des tirs d'armes à feu, ça n'est jamais anodin. Voilà. C'est ça qui vous inquiète le plus, le fait qu'il y ait utilisation d'armes à feu? Oui, bien sûr. C'est évidemment ce qu'il y a de plus dangereux. Il y a eu, on le sait, un certain nombre de phénomènes ailleurs en France qui ont conduit effectivement à des décès et donc évidemment les habitants du quartier sont très inquiets. Ils sont depuis une semaine maintenant davantage confiants puisqu'ils ont pu voir effectivement les forces de police en nombre dans le quartier. J'étais encore cet après-midi, ce matin dans le quartier et cet après-midi en lien avec les forces de l'ordre qui m'ont assuré de la pérennité de ces dispositifs encore ce soir évidemment. Donc il n'y a pas d'inquiétude pour les prochains jours a priori? Écoutez, il n'y a pas d'inquiétude si
forcément toujours, encore une fois, il y a forcément une inquiétude puisque ce qui s'est passé alors c'était arrivé au mois d'octobre déjà, effectivement, une première fois, probablement pour les mêmes raisons. Voilà. Donc moi je laisse les forces de police faire leur travail. Je suis ravi qu'ils puissent mettre à disposition, et le préfet me l'a garanti hier et encore aujourd'hui, qu'on aurait des forces de police en nombre et suffisamment ce soir. Il y a aussi un travail préventif qui est réalisé par la commune au quotidien, par ces équipes de la commune. Vous voudriez aller plus loin chez nos confrères de la Gazette de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous disiez vouloir recruter 2 éducateurs spécialisés, mais ça fait plusieurs années que vous avez du mal à embaucher pour ces postes. Oui, c'est très compliqué. Alors nous bénéficions de la prévention spécialisée de la part du département dans le quartier prioritaire du Pont du Routoir, puisque cette prévention n'est engagée que dans les quartiers prioritaires du département, et c'est le cas pour le Pont du Routoir, en nombre insuffisant, de manière très claire, et je ne cesse de le dire effectivement au département des Yvelines. Pour cela, nous avons créé 2 postes complémentaires d'éducateurs spécialisés, et je ne vous cache pas que depuis maintenant plus de 2 ans, nous n'arrivons pas à les pourvoir. Voilà, il n'y a plus d'éducateurs de rue, parce que c'est bien de cela dont on a besoin, c'est-à-dire des éducateurs qui vont au contact de la population, des plus fragiles, des plus vulnérables, et ça, on ne trouve plus. Et vous le disiez aussi, une présence policière, c'est aussi ça la solution ? Oui, moi je crois, et encore une fois, je suis aux côtés des forces de police. Je sais que avec les moyens dont ils disposent, ils font de leur mieux, et ça j'en suis convaincu, et il faut le dire. Voilà. En revanche, je pense, et je continue à dire, que les forces de police sur notre territoire ne sont pas suffisantes. Merci François Morton d'être passé en plateau. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Guyancourt. On va faire le point à présent sur le reste des actualités dans les Yvelines. Et c'est avec vous, Mickaël Elmidoron. On commence avec cette information. Hier soir, un dépôt de bus a pris feu à Rambouillet. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 23h. Au total, 15 bus d'Île-de-France Mobilité ont été détruits, mais aucune victime n'est à déplorer. Tous les bus servaient à desservir la ville de Rambouillet. Alors, selon Île-de-France Mobilité, des perturbations sont à prévoir dans les prochains jours sur les lignes C et D. Selon 7-8 Actu, les dégâts sont estimés à plus de 3,4 millions d'euros. Pour le moment, les causes de l'incendie restent inconnues. Une enquête devrait s'ouvrir pour des faits criminels. À Mantes-la-Jolie, le centre hospitalier a été touché par une panne de courant ce matin. L'incident a débuté vers 8h ce matin et a duré près de 4 heures. L'ensemble de l'établissement a été touché. Conséquence, plusieurs patients ont dû être transférés vers des hôpitaux voisins. Pour le moment, on ne connaît pas la cause de l'incident. Une villa un peu spéciale vient d'être mise en vente au Vésinet. Oui, Grégory, il s'agit de la Bonne Lucie, une maison qui appartenait au peintre Maurice Utrillo. Construit dans les années 30, il s'y est installé en 1936 et y passa toute la dernière partie de sa vie. La propriété de 380 mètres carrés se compose de 3 espaces. Une maison principale, une maison art déco dédiée au sport et à la détente, et une maison de gardien. Au total, la ville regroupe 14 pièces. Elle possède également un terrain de 1200 mètres carrés. Si vous êtes intéressé, Grégory, le prix de vente est fixé à 2,2 730 000 euros. C'est pile dans mon budget. 2,7 millions d'euros. Merci Mickaël. On continue ces informations avec un rendez-vous mensuel qui s'est tenu ce week-end. Oui, si vous êtes un amateur de vieilles voitures, ce rendez-vous devrait vous plaire. Tous les premiers dimanches du mois, l'association versaillaise des amateurs de voitures anciennes organise un rassemblement de véhicules de collection sur la place de la cathédrale Saint-Louis à Versailles. Le rendez-vous concerne les voitures de plus de 30 ans. Je m'y suis rendu ce week-end pour rencontrer quelques curieux. Elles sont agréables à regarder, ça change de ce qu'on voit à l'heure actuelle en voiture ordinaire. J'ai vu des 205, des 4L, des Porsche, pas mal de BMW. Magnifique, je viens tous les premiers dimanches du mois. Ah, ils sont magnifiques, c'est pas de l'électrique, c'est bien. Prochain rendez-vous dimanche 5 mai à partir de 9h30, toujours au même endroit. Et on termine avec une bonne nouvelle. l'Yvelinois Stolt continue l'aventure dans The Voice. L'Équevillois a su séduire le jury lors de l'épreuve des battles samedi soir. Marc alias Stolt devait convaincre face à un autre chanteur sur une musique imposée. Pour lui, c'est la chanson Alors regarde de Patrick Bruel qui a été choisie. Prochain défi pour le candidat, les cross battles durant lesquels seuls les spectateurs voteront pour les meilleures prestations. Bon, on espère qu'il ira loin dans cette aventure. Merci Mickaël. Dans un instant avec vous, l'actualité sportive à retenir dans les Yvelines, mais tout de suite un portrait dans le 7-8, celui d'une vie dédiée au sport depuis 7 ans. Et Jeanne Le Pêcheur pratique le handbike. Il s'agit d'un vélo à main qu'elle peut utiliser
Malgré son infirmité motrice cérébrale, les sensations de vitesse et le grand air lui permettent ainsi d'oublier son handicap et l'habitant de Montfort-l'Amaury s'apprête à porter la flamme paralympique de Paris 2024. Une rencontre signée Julien Leroy. Et là par contre j'ai le frein et là c'est pour monter de vitesse et descendre. Le vélo dans la peau. Jeanne Le Pêcheur, 21 ans, vit à Montfort-l'Amaury. À l'âge de 14 ans, un ami de son père lui fait découvrir le handbike, un engin à 3 roues destiné aux personnes en situation de handicap. Le coureur s'y place en position allongée, jambes attachées et avance à la seule force des bras. Une véritable passion naît pour la jeune femme. Elle intègre le vélo club Elancourt Saint-Quentin en Yvelines Team Vousser, section handisport. De longues escapades au grand air pour mettre de côté le handicap. C'est une évasion mentale, de la liberté, le truc de je pars pour 15 bornes mais si je suis pas trop fatiguée je peux en faire 5-10 de plus, c'est pas grave. Il y a même des fois je me perds parce que comme tout le monde ça arrive de se perdre, mais du coup c'est pas très grave parce que même si comme tout sport, c'est fatigant, mais je sais pourquoi je suis fatiguée. Cette étudiante à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines est atteinte de l'infirmité motrice cérébrale, un trouble du mouvement et de la posture dû à une anomalie du cerveau survenue durant la vie ultra-intérine. Pour pouvoir marcher, la sportive a subi 3 opérations entre 7 et 12 ans. Grâce au paracyclisme, son état s'améliore avec la prise de masse musculaire. Vulgairement, c'est un peu comme si c'est un bébé de 1 an et demi qui marchait. Et je peux tomber très facilement aussi, voilà. J'ai une canne pour me déplacer chez moi ou les petites distances. Et sinon, pour les longues distances ou la fac, parce qu'il y a un peu de monde, etc., je suis en fauteuil roulant. C'est bon, on y va. Pour faire du sport, il faut avoir une certaine force mentale et pour être handicapé aussi. Et du coup, le sport, ça m'a vraiment aidé à me dire « Ah ok, c'est quelque chose de positif et qui peut m'amener loin, quoi. » Depuis 2 ans, Jeanne pratique le handbike en compétition avec des entraînements 3 à 4 fois par semaine. Le 27 août prochain, la jeune femme portera la flamme olympique dans les Yvelines durant les Jeux paralympiques de Paris 2024. Un premier contact avec l'événement mondial avant d'espérer faire partie des sportifs de la prochaine édition à Los Angeles en 2028. On continue avec le sport et la page dédiée aux résultats sportifs dans les Yvelines. Et on commence, Mickaël, par de la course à pied. Oui, Grégory, et plus précisément de la diagonale des Yvelines. La course en pleine nature était de retour ce samedi 6 avril. 4 épreuves étaient au programme, avec notamment un 100 km à travers le département, des images de Julien Leroy. Il est allé au bout de l'effort dans la boue sous une température de plus de 25 degrés. Luc Jencial a remporté pour la 2e fois le 100 km de la diagonale des Yvelines. Parti à 6h du matin, le sportif a relié la ville de Mézières-sur-Seine à Rochefort en Yvelines en 9h, 2 minutes et 8 secondes. Le sportif devance Mathieu Boquet de 21 minutes. Je suis très content de gagner une 2e fois. Le chrono n'est pas celui de l'an dernier, mais les conditions étaient vraiment très difficiles avec beaucoup de boue, du vent de face. Et la chaleur à laquelle je ne suis pas habitué parce que j'habite en montagne. Et donc je suis vraiment content. Luc Jencial a remporté une édition record cette année. Plus de 1100 sportifs venus de toute la France et de l'étranger se sont inscrits sur les 4 distances proposées durant cette 4e édition. La compétition ne comptait que 200 inscrits à ses débuts, une vraie satisfaction pour les organisateurs. Ce qui donne un petit cachet à cette course, c'est que le département est très varié en nature et on traverse différentes forêts qui sont tous atypiques les unes des autres et qui donnent vraiment un sentiment de découverte totale et d'immersion en pleine nature. C'est vraiment une course, on a la prétention de le dire, sur l'Île-de-France qui est un ultra-trail, puisque le 100 km c'est ça la course phare, ultra-trail et ultra-nature. Voilà. La diagonale des Yvelines devrait revenir l'année prochaine pour une nouvelle édition. Le départ devrait être donné aux mêmes dates. En rugby, on jouait ce week-end dans le championnat de Fédéral 2. On jouait pour le compte de la 21e journée. Résultat mitigé pour nos clubs yvelinois. Plaisir leader avant cette journée a perdu sur le terrain du Reux ce dimanche. Le score 30-17. De son côté, Versailles a gagné 29-14 face à Amiens et a presque assuré son maintien. Enfin, le MLSGP a perdu 44-22 face à Saint-Malo. Au classement, Plaisir conserve sa première place avec 1 point d'avance sur Saint-Malo. Versailles est 8e et Maison Lafitte est 9e. Le football américain, le championnat de 2e division, ça va toujours mal pour les Templiers d'Elancourt.
Oui, Grégory, les Templiers d'Elancourt se sont inclinés 43-13 sur le terrain des Météores de Fontenay-sous-Bois ce dimanche 7 avril. Une défaite qui fait mal aux Élancourtois. Ils n'ont gagné qu'un seul match en 6 rencontres disputées cette saison. Ils sont derniers de leur poule. On souhaite bon courage pour la suite de la saison. Un mot de basket à présent avec le championnat de National 2 féminine. L'entente Le Chesnay-Versailles 78 a concédé sa 9e défaite de la saison ce week-end sur le parquet du CSL Dijonais. Les Yvelinoises ont perdu 77-70. Au classement, le LCB 78 est 5e avec 2 points de retard sur Calais, premier du classement. Dernière journée de la phase régulière ce week-end. Les joueuses recevront l'équipe de Grafenstaden à domicile. Toujours en basket, jusqu'où ira-t-il l'Yvelinois? Le basketteur yvelinois Victor Wembanyama nous a gratifié encore d'un record, une performance record. Hier, contre les Sixers de Philadelphie, le joueur originaire du Chesnay, Rocancourt, est entré encore un peu plus dans l'histoire. Il est devenu le premier joueur à réaliser un match à plus de 30 points. 15 rebonds, 5 passes, 5 paniers à 3 points et 5 contre. Un nouveau record. Déjà, il y a quelques semaines, il était devenu le plus jeune joueur à réaliser une ligne de statistiques en 5 en points, rebonds, passes, contre et interception. Mais hier soir, son équipe a encore perdu contre les Sixers et reste à la dernière place de la conférence. Donc il continue, on n'a pas envie qu'il s'arrête. Voilà, on ne veut pas qu'il s'arrête en tout cas. On termine avec du football, la Division 1 de District. Plusieurs matchs étaient au programme ce dimanche. Maurepas s'est fait corriger 4-0 par les Mureaux. Marly-le-Roi s'impose 1-0 sur la pelouse du FC Mantois. Petite victoire 1-0 pour le Chesnay face à Chatou. Conflans gagne 1-0 face à Bailly-Noisy. Poissy s'impose assez facilement 3-1 contre Rambouillet. Et Voisin a perdu 3-0 contre Houille au classement. Conflans est premier devant Poissy et Maurepas et dernier du championnat. Merci Mickaël pour toutes ces précisions sportives. Dans un instant, l'invité du 7-8, mais juste avant, on va regarder les prévisions météo de demain. Dans l'ensemble, vos conditions seront nuageuses demain matin dans les Yvelines, même si des éclaircies sont annoncées dans le secteur de Houdan. C'est assez frais en revanche, avec 9 degrés à Mantes-la-Jolie et Versailles et 8 degrés ailleurs. L'après-midi, tous les Yvelinois ne seront pas logés à la même enseigne. Des averses sont attendues sur la partie ouest et sud du territoire. Des éclaircies sont à prévoir à Mantes-la-Jolie et Versailles. Côté température, comptez 12 degrés sur l'ensemble des Yvelines. Et ce mardi 9 avril, nous fêterons les Gauthier. Tout de suite, l'invité du 7-8. Les électeurs de Bois d'Arcy vont devoir retourner aux urnes pour une élection municipale partielle, un seul et unique tour qui se tient le dimanche 21 avril puisqu'il y a seulement 2 listes qui sont candidates pour ce scrutin. Un scrutin qui est devenu nécessaire après la démission du maire Jean-Philippe Luce en poste depuis fin 2020 et aussi d'une partie du conseil municipal. Et parmi les 2 candidats tête de liste, il y a vous, Philippe Benassaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la tête de liste de Continuons Ensemble. Vous êtes l'ancien maire de Bois d'Arcy, élu pour la première fois en 2014. Vous avez été réélu en 2020, mais vous avez dû démissionner fin 2020 puisque vous avez été donc contraint par la loi sur le non-cumul des mandats après votre élection comme député de la 11e circonscription des Yvelines. C'est à l'issue d'une législative partielle. Vous avez occupé cette fonction jusqu'aux dernières législatives en 2022 et j'ajoute que vous êtes également vice-président du conseil départemental des Yvelines en charge du porte-parole et de la communication, également conseiller départemental du canton de Saint-Cyr-l'École. Pourquoi vouloir revenir aux affaires communales? Pourquoi être candidat pour ce scrutin? Parce que c'est le mandat pour lequel j'ai été élu en 2020 et c'est un mandat que j'avais commencé, comme vous l'avez rappelé, et que l'on doit terminer. Il reste 2 ans, puisque les élections générales c'est en 2026. Et donc je voudrais continuer et terminer ce mandat qui nécessite beaucoup de projets et des investissements très très importants qui étaient inscrits dans le programme de 2020. Donc voilà, c'est le mandat pour lequel j'ai été élu. Vous l'avez rappelé, le non-cumul des mandats est une drôle de loi, puisque aujourd'hui on est obligé de démissionner de son mandat de maire pour être député, et vice-versa. Et donc ça a provoqué bien évidemment une démission de ma part, et puis après pas mal de difficultés pour continuer ce mandat. Ce mandat a été difficile avec le Covid, avec la crise énergétique. C'est pas le premier mandat que j'ai eu entre 2014 et 2020, qui était beaucoup plus simple. Et aujourd'hui, avec la démission, comme vous l'avez dit, de mon prédécesseur,
Il va falloir y retourner, terminer ce mandat, finir le programme. Moi, j'ai l'habitude de finir mes programmes. Donc voilà, et puis je rajoute que tous ces mandats que vous avez rappelés m'ont permis aussi de défendre Bois d'Arcy du mieux que je pouvais, soit au niveau local, soit au niveau départemental comme vous l'avez rappelé, soit au niveau national auprès de l'État, pour pouvoir faire avancer ces projets. Et ces projets, maintenant, il faut les concrétiser et les terminer. Mais justement, ces différents mandats, dont celui de député, on le rappelle, entre 2020 et 2022, est-ce que ça fait de vous aujourd'hui un homme nouveau, ou finalement c'est le même Philippe Bennassaya qui va se présenter devant les électeurs que celui qui s'est présenté en 2020? Alors c'était une très belle expérience. On ne peut pas refuser d'être député de la République. C'est compliqué de le refuser. C'était une très belle expérience. J'ai eu de belles responsabilités à l'Assemblée nationale, comme la présidence de la commission d'enquête sur les prisons. Donc c'est une belle expérience, mais ça ne remplace pas le rôle de maire. Et ça ne remplacera jamais le rôle de maire. Et je le savais à l'Assemblée nationale quand j'y étais. Je voyais la différence. Il y a d'un côté le député qui écrit la loi, et de l'autre, il y a le maire qui décide pour sa population, qui décide les équipements publics et la grande vision d'avenir d'une ville. Donc nouveau, non, mais je reste l'élu local que j'ai toujours été. J'étais comme ça à l'Assemblée nationale. Ça faisait d'ailleurs un petit peu rire mes collègues. Je suis resté toujours quelqu'un de local et j'aime ça. Voilà, donc c'est pas le même travail. Je ne sais pas si je suis nouveau ou pas, mais je pense honnêtement que je reste le même lorsque j'étais à l'Assemblée nationale. Alors, il y a peu, vous étiez candidat sur une autre élection, un scrutin interne, celui pour la présidence de la Fédération Les Républicains des Yvelines, qui a été remporté finalement par Othman Nasrou. Revenir à la tête du conseil municipal de Bois d'Arcy, c'est une idée qui vous trottait dans la tête depuis longtemps. Vous l'avez pris après cette défaite ou ça s'est fait Non. D'abord, une élection locale, interne, j'ai envie de dire presque picrocolline. Pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose qu'une élection auprès des électeurs, de vrais électeurs inscrits sur des listes électorales. Ça n'a rien à voir. Non, j'ai pris ma décision lorsque mon prédécesseur a démissionné. Je veux dire, personne ne pouvait l'imaginer. Je pense qu'il l'a dit à très 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 peu de personnes autour de lui. Moi, je pensais, comme je lui avais dit et comme nous nous étions entendus sur ce sujet, revenir en 2026 au moment des élections générales. Donc moi, je me préparais pour 2 ans pour préparer ma candidature. Là, il faut que je la prépare en 2 mois. Ça, sa démission, c'était en février dernier. Donc, vous avez quel regard sur justement son action en tant que maire? Vous savez, c'est compliqué d'être maire aujourd'hui. C'est très très compliqué. Quand je compare le maire que j'étais en 2014, le maire que j'étais en 2020 et le maire, j'espère être dans quelques semaines en 2024, ça n'a plus rien à voir. D'abord, il y a des transferts de compétences qui sont énormes auprès des communes. Il y a des investissements de l'État qui sont en baisse dans les collectivités locales. Honnêtement, aujourd'hui, pour être maire, il faut être un maire à plein temps. C'est un métier, la politique, en fait. C'est un métier. Ce n'est plus une mission. Quand je dis un métier, je mets des guillemets, bien sûr. C'est un véritable métier, il faut le faire à plein temps et il faut s'y consacrer à la fois en mairie et à la fois sur le terrain, j'ai envie de dire presque 24 heures sur 24. Alors d'ailleurs l'opposition... C'était déjà mon cas d'ailleurs en 2014, en 2020, mais aujourd'hui ça s'est quand même de plus en plus complexifié. L'opposition arcisienne voit en cette démission et celle d'une partie du conseil municipal une manœuvre politique. Je cite des propos rapportés par nos confrères de 7-8 Actu qui parlent donc de politique politicarde et que Jean-Philippe Luce vous aurait gardé au chaud votre siège. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Ridicule, mais je ne suis pas très étonné, mais ridicule. Jean-Philippe Luce, c'était le maire que moi-même j'ai choisi en 2020, qui a démissionné pour des raisons professionnelles et pour des raisons importantes professionnelles. Donc c'est assez ridicule. Mais ça me permet de vous parler 30 secondes de cette liste qui est en face de moi, puisque pour la première fois, nous allons avoir une liste très politicienne et très marquée à gauche. Qui est menée par Jocelyne Agnier. Oui, mais qui est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que c'est une liste qui est très, très, très politicienne, avec des militants du parti de Mélenchon, de la France Insoumise, des Verts. C'est la première fois à Bois d'Arcy qu'on a une liste aussi marquée politiquement. La mienne est marquée forcément, puisque c'est l'autre bord politique, mais on accueille des gens de gauche, des gens du centre et des gens de la droite. On refuse bien sûr les extrêmes. Là, pour la première fois, je ne sais pas ce que ça donnera en effet, mais pour la première fois, j'ai une liste extrêmement militante et extrêmement politicienne. On verra ce que ça donnera encore une fois, mais je suis assez étonné de la coloration extrémiste de cette liste. Alors quel est votre programme pour la ville? J'imagine qu'il y a beaucoup de projets qui sont repris, des projets qui étaient déjà présents dans votre programme en 2020. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Non, il y a en effet plusieurs choses importantes. Je voudrais en retenir quelques-unes. On va investir plus de 10 millions d'euros
dans les 2 dernières années du mandat, parce qu'en effet, comme je vous l'ai dit, les 4 années qui ont passé ont été très difficiles. Les projets ont été un peu au ralenti du fait des différentes crises dont je vous ai parlé. Moi, je compte en 2 ans donner un très gros coup d'accélérateur pour pouvoir sortir les projets, lesquels la nouvelle halle de marché à Bois d'Arcy, une forêt urbaine, ce qui est quand même incroyable dans une ville de pouvoir faire une forêt. Et ça, nous allons la faire. Nous avons une crèche également qui sort de terre. Nous avons un gros programme sportif. Je vous entendais parler sport il y a quelques minutes. Nous allons créer des terrains de basket, un nouveau skatepark. Enfin, c'est assez ambitieux quand même, hein, parce que si on met 10 millions sur la table, c'est pas pour rien. Moi, je voudrais qu'en 2026, on ait terminé ce programme. Et me connaissant, il sera terminé. Avec peu ou prou la même équipe? Alors oui, globalement oui. Bien sûr, il y a des remplacements, puisqu'il y a eu des démissions, dont la mienne d'ailleurs en 2020, la démission de mon prédécesseur. Donc il a fallu remplacer en effet les démissionnaires par des nouveaux et des nouveaux profils fort intéressants qui marquent le changement de sociologie de la ville de Bois d'Arcy. Le profil est assez intéressant sur cette liste. La campagne officielle, elle s'est ouverte aujourd'hui. Ça va être très rapide, hein, seulement quelques semaines pour faire campagne. Est-ce que c'est une difficulté pour la campagne? Forcément, je vous ai dit tout à l'heure que je me mettais 2 ans pour me préparer, me mettre en condition et en entraînement pendant 2 ans. Là, il faut faire 3 semaines, sortir les documents, pratiquer toujours ce qu'on fait depuis 2014, c'est-à-dire de la concertation avec les Arcysiens, réunions publiques, les professions de foi, l'affiche, tout ça en préfecture dans un temps record. Il faut boucler la liste en un temps record aussi. Tout ce qu'on doit faire en 2 ans, on doit le faire en 3 semaines. Et aussi sur un scrutin des municipales partielles en général qui mobilise assez peu. Un peu moins que d'habitude forcément, puisque une partielle mobilise moins que l'écho national. En général, quand il y a une actualité nationale, des municipales partout en France, il y a un petit peu plus de mobilisation. Mais je ne suis pas très inquiet parce que les Arcysiens en général se déplacent pour aller voter. Le 21 avril, ce sera en quelque sorte le match retour de 2020, parce que vous serez opposé, on le disait, à Jocelyne Agnier, qui est l'autre candidate, élue d'opposition pour Perspective Arcysienne. Vous aviez recueilli à l'époque 64% des voix. Est-ce que vous êtes confiant pour le 21 avril? Pourquoi les Arcysiens iraient mettre un coup d'arrêt à une équipe qui est en place depuis 2020, voire 2014 pour certains, une équipe qui a totalement transformé la ville, révolutionné les pratiques démocratiques à Bois d'Arcy, la concertation, les réunions publiques, créer des événements sportifs, créer des événements culturels comme le Festival de la bande-annonce, fait de gymnase, on parle encore de sport tout à l'heure, fait de gymnase, une nouvelle école. Pourquoi? Oui, je suis confiant parce qu'il y a une dynamique et cette dynamique ne s'arrête pas là et elle va continuer jusqu'en 2026. Merci Philippe Benassia d'être venu en plateau. Je rappelle, tête de liste de Continuons Ensemble. L'élection municipale partielle aura lieu le dimanche 21 avril à Bois d'Arcy. L'autre liste candidate, c'est Perspective Arcysienne menée par Jocelyne Agnier, que nous recevrons le jeudi 18 avril sur ce plateau. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité et demain pour une nouvelle édition, vous retrouverez Gabriel Gontier à la présentation. Très belle soirée sur TV78.